continue avec Maud Meunier, qui est sage-femme et thérapeute manuelle spécialisée dans les douleurs et les dysfonctions pelviennes, et qui va vraiment nous donner des informations sur l'impact de la douleur pelvipérinéale et les dysfonctions neuromusculaires. Bonjour à tous, je vais donc effectivement vous présenter ce sujet qui me tient vraiment à cœur puisque la considération et le traitement de ces dysfonctions musculaires dans la douleur chronique tient une place centrale dans ma pratique au quotidien. Alors pour commencer, il est important de définir ce qu'est la dysfonction musculaire. Donc de manière physiologique, le muscle est soit dans un état relâché, soit dans un état contracté, ce qui consiste au glissement des fibres musculaires, ce qui va aboutir au raccourcissement de la longueur du muscle d'un tiers. Il est à préciser qu'un muscle n'est jamais totalement relâché puisqu'il maintient toujours un certain tonus de base. Eh bien, c'est justement à ce niveau-là que cela se complique dans la dysfonction musculaire. Il s'agit de l'augmentation du tonus de base. On a un état de repos modifié, on peut parler de tension, de contracture. Quoi qu'il en soit, donc ce tonus de base augmente. On peut même aller jusqu'au syndrome myofacial, que je redéfinirai plus rapidement que M. Valencogne, en disant simplement qu'on a un muscle dont l'extensibilité est limitée. La conséquence, c'est que l'articulation sur laquelle ce muscle s'insère va être limitée, elle aussi, dans ses amplitudes articulaires. Et bien sûr, on va avoir un phénomène de douleur dont la topographie va être très diffuse, bien au-delà d'une douleur radiculaire. Mais alors, qu'est-ce qui peut être à l'origine d'une dysfonction musculaire? Les étiologies peuvent être intrinsèques ou extrinsèques au muscle. De manière intrinsèque, un raccourcissement musculaire prolongé peut aboutir dans le temps à son hypertonie, voire au syndrome myofacial. C'est quelque chose que l'on trouve fréquemment pour toutes les personnes qui ont un travail de bureau. Avec une position assise prolongée, nous avons les muscles psoas-iliaques et ischio-jambiers qui sont raccourcis toute la journée. Donc si le patient ne s'étire pas régulièrement, il va y avoir un syndrome myofacial de ces muscles. La lésion également peut générer un syndrome myofacial à type d'inflammation ou de traumatisme. De la même façon, une sursollicitation musculaire peut avoir les mêmes conséquences. Pour les étiologies juxtamusculaires, on peut résumer avec cette phrase « Le muscle crie la douleur de l'articulation qui souffre, du nerf qui souffre ou du viscère qui souffre ». En ce qui concerne les anomalies de fonctionnement articulaire, on peut retrouver les anomalies inflammatoires, dégénératives ou traumatiques. Quoi qu'il en soit, les muscles de l'environnement immédiat articulaire vont devenir hypertoniques dans un objectif de protéger l'articulation. Dans le syndrome irritatif d'un nerf également, il va y avoir des réactions d'hypertonie qui auront pour objectif cette fois-ci de limiter un étirement trop important du nerf qui risquerait d'aggraver le syndrome irritatif de ce même nerf. En ce qui concerne la souffrance viscérale, on connaît tous l'exemple du psoïtis qui accompagne une appendicite. Prenons des exemples plus précis de dysfonction musculaire dans le cadre de la douleur pelvipérinéale chronique. Le muscle crie la douleur du nerf qui souffre. Si nous reprenons la névralgie pudendale dont M. Plotho nous a parlé, avec ce fameux phénomène de syndrome canalaire et une compression qui, cela a été dit, peut se trouver au niveau de la pince ligamentaire, mais également au niveau du canal d'Alcock. Ce canal d'Alcock se trouve dans le dédoublement de l'aponévrose du muscle obturateur interne. Eh bien, cet obturateur interne va de manière quasiment systématique souffrir d'un syndrome myofacial en association avec une névralgie pudendale, ce qui va parfois même être à l'origine du syndrome, voire être à l'origine de son aggravation majeure. Dans le cadre de l'inflammation articulaire d'une articulation coxo-fémorale, par exemple, on trouve de manière très rapide l'apparition d'un syndrome myofacial du grand adducteur. En ce qui concerne, par exemple, un syndrome de vessie douloureuse pour le muscle qui crie la douleur du viscère, eh bien, on a dans l'environnement immédiat l'ensemble des muscles abdominaux qui viennent se terminer par le biais du tendon conjoint sur le bord supérieur de la symphyse pubienne et qui peuvent eux aussi devenir hypertoniques. Allons maintenant plus loin avec ces exemples dans l'escalade des dommages collatéraux. En ce qui concerne la dysfonction, le syndrome myofacial de l'obturateur interne, il peut donner des topographies douloureuses assez diffuses. On peut citer par exemple une dyspareunie profonde qui, elle, va générer des réactions défensives de la patiente avec une hypertonie secondaire du périnée superficiel qui, elle, va générer d'autres dysfonctions sur le plan urinaire, fécal, comme l'a expliqué brillamment M. Valencogne précédemment. Sur le plan de notre syndrome myofacial du grand adducteur dans l'inflammation de hanche, eh bien, on connaît par exemple cette douleur projetée très particulière de ce syndrome myofacial qui donne une douleur de la paroi vaginale postérieure. Cette douleur-là également va générer d'autres réactions en cascade pour le patient.
En ce qui concerne l'hypertonie des muscles abdominaux dans le syndrome de vessie douloureuse, cette hypertonie va avoir pour conséquence une posture en enroulement de buste du patient. Or, cet enroulement de buste ne permet pas l'anticipation posturale à l'effort de la patiente. La conséquence de cela, des hyperpressions positives répétées toute la journée sur le pelvis et le périnée. Et ces pressions positives sont fortement pourvoyeuses de prolapsus et d'incontinence à l'effort, pour ne citer que. Nous allons maintenant prendre un exemple encore plus précis pour aller plus loin dans le cercle vicieux de la douleur secondaire à la dysfonction musculaire. Nous allons parler d'une patiente qui souffrirait d'un endométriome et voir comment l'endométriome peut aboutir à un syndrome irritatif thoracolombaire. Plusieurs biais pour cela. Sur le plan musculaire, à proximité immédiate de l'ovaire se trouve le muscle psoas-iliaque. Il va devenir hypertonique et perturber le fonctionnement des vertèbres lombaires sur lesquelles il s'insère. Sur le plan de l'innervation somatique, cela a été dit plusieurs fois depuis ce matin, la région inguinale est innervée à partir des racines nerveuses qui naissent dans la jonction thoracolombaire. L'inflammation peut se transmettre jusque-là pour donner un syndrome irritatif. De la même manière, l'endométriome peut générer une inflammation qui se diffuse sur le plan vasculaire veineux. Or, le retour veineux des ovaires se fait de manière directe ou indirecte en regard de L2. On est à nouveau au niveau de la jonction thoracolombaire. Sur le plan neurovégétatif, enfin, l'ensemble des organes pelviens a une composante neurovégétative orthosympathique qui naît en thoracolombaire. Nous avons donc 4 biais musculaires, neurologiques somatiques, neurovégétatifs et vasculaires qui peuvent, dans l'endométriome, aboutir à un syndrome irritatif thoracolombaire. Que se passe-t-il ensuite ? Eh bien, c'est comme si on avait lancé une bombe dans les métamères. La jonction thoracolombaire, c'est globalement 2 ou 3 espaces intervertébraux, donc 2 ou 3 étages métamériques. Le métamère étant une tranche de la moelle épinière qui correspond à une racine spinale. Pour faire une analogie, vous avez une ampoule grillée chez vous. Eh bien, l'ampoule, elle continue à griller dans le temps et à force, vous allez avoir tout un dysfonctionnement d'une rangée de plombs dans votre tableau électrique. Eh bien là, c'est la même chose. Où est-ce que ça va dysfonctionner ? On ne sait pas. En tout cas, les correspondances métamériques de la jonction thoracolombaire peuvent se diffuser sur le plan musculaire, notamment au niveau des abdominaux, des dorsaux, des adducteurs, des quadriceps, pour ne citer que. Sur le plan articulaire, la jonction thoracolombaire est responsable de la symphyse pubienne et des coxofémorales. Sur le plan neurovégétatif, le dysfonctionnement peut aboutir, on en a déjà parlé, à un syndrome de vessie hyperactive, à un syndrome douloureux utérin ou à un syndrome de l'intestin irritable, là encore pour ne citer que. Donc des réactions diffuses, bien au-delà de l'endométriome du départ. Alors que faire ? Il va s'agir de traiter la dysfonction musculaire, évidemment le plus tôt possible, avant que la cascade de cercle vicieux ne se mette en place. Pour cela, nous utilisons des techniques de relâchement neuromusculaire. Les étirements longitudinaux à type de contracté-relâché ou d'étirement post-isométrique sont très intéressants. Le raccourcissement également, puisqu'il va neutraliser le fuseau neuromusculaire qui est un véritable chef d'orchestre de l'état de tension du muscle. Également les étirements transversaux, qu'on peut aussi appeler techniques de décordage, vont permettre le relâchement musculaire par le biais de l'organe neurotendineux de Golgi. Lorsque ces techniques sont insuffisantes ou non réalisables du fait de la douleur du patient, on pourra rajouter des techniques d'infiltration par de la toxine botulique ou d'aiguilles sèches. Nous allons également pouvoir utiliser le message neurologique afférent. On utilise la double composante des nerfs somatiques, qui est motrice et sensitive. L'intérêt, c'est d'envoyer un message par le biais du nerf sensitif qui va dans le sens de l'homéostasie, de manière à ce que ce soit rediffusé ensuite de manière métamérique. Donc, quand on étire un muscle en fonction des atteintes métamériques, on va faire abaisser le syndrome irritatif thoracolombaire, pour notre exemple précédent, et ça va redistribuer une information plus homéostasique à l'ensemble des correspondances métamériques. De la même manière, lorsqu'on fait une mobilisation articulaire, cela stimule des mécanorécepteurs de l'articulation, qui renvoie là encore le message au système nerveux central qui pourra redistribuer. L'ensemble des réflexothérapies cutanées sera également intéressante en fonction des réflexes cutanéo-viscéraux et du viscère concerné. Je reprends un schéma qui a été utilisé par M. Bredeau, un schéma du docteur Bourreau dans les dimensions de la douleur qui est particulièrement intéressant. Nous le voyons, la douleur chronique a commencé par une douleur aiguë,
Et Amélie Lévesque nous l'a dit, la douleur aiguë existe parfois toujours dans la douleur chronique et parfois a disparu. Quoi qu'il en soit, le premier élément qui s'est installé après cette douleur aiguë, c'est la contracture musculaire. Cela a été évoqué. Et à partir de cette contracture musculaire s'enchaînent des réactions d'inactivité, de fatigue, etc., jusqu'à la répercussion familiale et socio-professionnelle et à l'impact sur la qualité de vie du patient qui est prépondérant dans l'évaluation de la douleur chronique. Eh bien, le gros avantage que nous avons quand on travaille sur la contracture musculaire, c'est qu'on va pouvoir déconstruire ce cercle vicieux à la base. La lésion est peut-être encore existante, mais le reste de la douleur chronique peut se développer à partir de la contracture musculaire. Donc, on agit très bas et on peut espérer des résultats considérables. Ce qu'il faut retenir, que la prise en charge de la dysfonction musculaire dans la douleur pelvipérinéale chronique, comme dans toutes les douleurs chroniques, est indispensable. Pourquoi il faut la traiter? Pour réduire les douleurs, pour éviter l'inactivité secondaire et pour enrayer le cercle vicieux. Quand est-ce qu'on adresse? Évidemment, le plus tôt possible. Vers qui on adresse? Vers tout thérapeute manuel qui a une connaissance dans le traitement de la dysfonction musculaire, avec si possible une expérience dans la douleur pelvipérinéale chronique. On fera donc en fonction du réseau local, mais aussi en fonction de la préférence du patient. De cette manière, on rend le patient acteur de sa prise en charge, ce qui est très important, et on va augmenter l'effet placebo de son traitement, ce qui n'est pas négligeable. Comment adresser? Il s'agit de prescrire une rééducation à visée décontracturante qui sera ciblée sur les techniques donc, de relâchement des muscles lombo-pelvis, fémoraux et périnéaux. Ce n'est donc pas très ciblé, c'est plutôt large comme relâchement. On pourra ajouter des techniques de mobilisation articulaire, de réflexothérapie. Et donc, comme Guy Valencogne nous l'a dit, pas de travail en renforcement musculaire, en tout cas surtout pas, avant d'avoir pu récupérer une extensibilité optimale de l'ensemble des muscles à traiter. Pour terminer, j'aimerais ajouter que dans cette société qui manque parfois de repères, j'espère que mon intervention vous aura donné ce repère de la nécessité de traiter la dysfonction musculaire dans la douleur chronique et ce, le plus tôt possible. Je vous remercie pour votre attention. Merci Maude pour cette intervention qui nous éclaire encore plus et qui fait que la boucle est bouclée, hein, c'est-à-dire que même notre vie au quotidien sans lésion, en fait, auto-entretient ces mécanismes. Donc si en plus on rajoute une lésion nociceptive dans un contexte en fait d'immobilisation, on va vraiment avoir des facteurs. Et comme tu le dis, effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup de manque de repères qui font que les gens ont des déficiences des compétences psychosociales, ce qui favorise en fait tout ça. Donc et ça, c'est vrai que cette journée, franchement, je suis hyper contente. Parce que je vois que tout est complètement en interaction, en interconnaissance, et je vois la puissance que vous avez quand vous nous expliquez, c'est-à-dire le déplacement, c'est-à-dire que vous êtes sorti au-delà de votre pratique manuelle pour vous enrichir en fait des connaissances à la fois d'algologie, à la fois d'anatomie, à la fois effectivement de la pathologie, donc de l'endométrium, etc. Et c'est ça aujourd'hui qu'on essaie de transmettre, c'est de dire que cette interconnaissance et de comprendre ce que fait l'autre va venir vraiment enrichir nos spécialités. On peut retrouver votre expertise. Je crois que Guy a écrit un livre sur la rééducation anorectale chez les éditions Soramp. C'est aussi Maude, donc dans les thérapies manuelles, donc dysfonction. Et je pense que d'avoir des experts qui sont formés, et c'est aussi l'objectif d'un réseau, d'arriver aussi à décrire donc des messages clés, des réseaux de soins avec des gens qui vont avoir des formations adaptées. Donc c'est un peu l'objectif. Je vois qu'il y a pas mal de questions sur ces phénomènes. En fait, vraiment, les gens, ils ont du mal à comprendre les différences cliniques entre la sensibilisation périphérique, centrale et mixte dans la douleur pelvipérinéale. Est-ce qu'il y a des éléments cliniques qui peuvent nous dire, est-ce que c'est plus ça ou...